Tu sais ce qui est fascinant avec Lego, c'est qu'on parle de briques et pourtant ça peut déclencher des comportements dignes d'une vente aux enchères. Un adulte peut lâcher jusqu'à 500, 800, 1000 euros sur une boîte. Certains même ont une pièce entière dédiée et moi personnellement j'en rêve. D'autres suivent les sorties comme une bourse parallèle. Et le plus drôle, c'est qu'ils te diront tous la même chose. Non mais là, je l'achète pas pour de vrai, hein, c'est juste une exception. Spoiler, l'exception a une collection de copains. Pourquoi certains dépensent des milliers d'euros dans des briques en plastique? Pourquoi une édition limitée peut retourner le cerveau d'adultes parfaitement fonctionnel? Aujourd'hui, on ouvre le capot. Je te montre les déclencheurs psychologiques qui transforment Lego en obsession mondiale. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu reviens et on se retrouve sur un nouveau billet, une nouvelle analyse vidéo et on va parler effectivement du fameux effet FOMO. Bah oui, c'est l'occasion parce que après les grosses sorties qui ont excité tout le monde en janvier, après les annonces excentriques de Pokémon, après le fait qu'on ait parlé des scalpers, il est temps que je parle effectivement de cette fameuse chose qui rend les gens totalement accros. Tu vois ces constructions qui ressemblent à des décors de cinéma en miniature, ces architectes qui pourraient être exposés dans un musée, ces vaisseaux qui ont l'air prêts à décoller du salon, ces scènes tellement détaillées qu'on a envie de se pencher dessus comme un géant curieux qui visiterait une ville à taille de fourmi. Et là, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui finit par lâcher la phrase magique, celle qu'on a tous entendue au moins une fois dans un repas de famille, dans un open space au travail, dans une conversation entre des potes. Ouais, mais c'est que des jouets. Et c'est drôle parce que c'est dit avec un ton de conclusion définitive, comme si on venait de poser un tampon sur le dossier, comme si tout ce que tu viens de voir pouvait se résumer à une boîte, un logo, une tranche d'âge, et basta, circuler. Sauf que toi, moi, des millions de personnes, on sait très bien ce qui se passe. Il y a un truc beaucoup plus puissant dans le cerveau quand tu attrapes une brique, quand tu entends ce petit clic parfait, quand tu alignes une rangée, quand tu verrouilles une structure et que d'un coup, l'objet devient stable, tangible, réel, et qu'il ne reste plus qu'une seule pensée très simple, très dangereuse, très humaine. Encore une étape. Et là, je te pose une question à toi qui regarde cette vidéo, vraiment sans jugement, sans posture, juste pour ouvrir la porte du labo dans ta tête. Pourquoi des adultes, des gens qui ont un job, des factures, des responsabilités, parfois même des enfants, parfois un crédit, parfois une vie entière à gérer, peuvent mettre des centaines, parfois des milliers d'euros dans des briques en fabrication, puis recommencer, puis trouver ça parfaitement logique, puis te sortir un argumentaire ultra sérieux sur la valeur, la rareté, sur la collection, sur la pièce maîtresse, sur le fait que celui-là, tu devrais l'avoir. Pourquoi certains sets ressemblent à une montée d'adrénaline quand ils sont annoncés, une impatience presque physique pendant la précommande, un stress sourd quand la livraison tarde, puis soudainement, quand le carton arrive, comme si on venait de récupérer un objet essentiel alors qu'on parle objectivement d'un assemblage de pièces colorées. Et surtout, pourquoi cette passion peut devenir tellement intense qu'elle finit par occuper des étagères, puis des murs, puis une pièce, puis deux, puis un bureau, puis un atelier, puis sans que tu t'en rendes compte, une partie de ton identité au point où tu sais exactement ce que tu collectionnes, pourquoi tu le collectionnes et ce qui te manque encore, comme si ton cerveau avait créé une carte du monde en briques. Alors évidemment, on va parler de nostalgie parce qu'elle est là, elle est réelle, elle est puissante, elle te ramène à une version de toi qui avait le temps, l'imagination et le luxe incroyable de construire sans te demander si c'était utile. Mais si tu penses que tout s'arrête à « j'aimais ça quand j'étais petit », tu passes à côté du cœur de l'histoire. Parce que le vrai sujet, il est plus profond, plus mécanique, plus fascinant et presque un peu flippant quand on le voit fonctionner en direct. Le vrai sujet, c'est que Lego appuie sur les boutons psychologiques très précis, des boutons que ton cerveau adore, des boutons qu'il a appris à associer au plaisir, au contrôle, à la réussite, à la rareté, à la sécurité, à l'appartenance, à la fierté et parfois même à une forme de thérapie silencieuse, celle où tu ne parles pas de tes journées, tu les démontes pièce après pièce pendant que tu construis autre chose. Et c'est là que va commencer notre enquête tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, on va faire un truc très simple, on va arrêter de regarder la collection Lego comme un truc de fan, on va la regarder comme un objet, presque comme un système avec ses déclencheurs, ses mécanismes, ses boucles, ses pièges, ses moments de grâce aussi, et ses raisons cachées qui transforment un « j'en prends un pour me faire plaisir », genre celui-là, et j'ai un tableur de sortie, des alertes de prix et une liste d'achats jusqu'à décembre. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers les forces psychologiques qui transforment un fan casual en collectionneur, puis un collectionneur en chasseur, puis parfois en gardien du musée personnel. Et tu vas voir, ce n'est pas une question de faiblesse, ni de caprice, ni de marketing uniquement. C'est une rencontre très particulière entre un objet parfaitement designé pour la satisfaction et un cerveau humain parfaitement câblé pour s'attacher à ce qui lui fait du bien. Et à la fin, il y aura un petit bonus, je te le promets, tu vas pouvoir te reconnaître, te situer, te dire « Ok, moi je suis piloté pour ça, ça ou ça ». Et rien que ça, c'est déjà reprendre un peu le volant. Nostalgie et réconfort de la création. Il
il y a un moment très particulier et si tu construis un minimum, tu sais exactement de quoi je vais parler. C'est le moment où tu touches une brique, une vraie, pas une image sur un écran, pas une vidéo, pas une annonce, une brique dans la main avec un petit poids presque ridicule. Ce plastique qui n'a l'air de rien et pourtant ton cerveau fait un truc incroyable. Il ne voit plus un objet, il ouvre une porte. Tu peux être en plein dans une semaine lourde, dans une période où tu débordes dans un quotidien d'adulte, où les choses se compliquent sans prévenir, où les messages s'empilent, où les échéances te regardent comme des panneaux sans interdit. Et malgré tout, au moment où tu attrapes une poignée de pièces et que tu les entends s'entrechoquer, ce n'est pas un bruit, c'est un signal, code secret, une fréquence et ton cerveau comprend immédiatement, ici on va jouer, on va respirer. La nostalgie, cette fameuse, on la réduit souvent à un mot un peu carte postale, comme si c'était juste un petit sourire en repensant à avant, mais la nostalgie en vrai, c'est physique. C'est une mémoire qui se déclenche dans le corps. Parce que l'ego, c'est pas juste un souvenir, c'est une sensation. La texture, l'odeur légère, le plastique neuf, la résistance quand tu clipses, le clic net quand la pièce s'emboîte, la recherche d'une pièce perdue sous un meuble, la fierté de montrer une création à quelqu'un, même si c'est bancal, même si ça tient à moitié, et ce truc incroyable de l'enfance où tu n'as pas besoin d'une raison valable pour le créer. Et quand tu redeviens adulte, tu crois que tu as grandi, tu crois que tu as tourné la page, tu crois que tout ça est rangé dans une boîte au grenier, sauf que ton cerveau, lui, a gardé le chemin. Tu lui donnes une brique et il te ramène instantanément à une époque où tu avais moins de bruit dans la tête, moins de pression, moins de il faut et plus de et si. C'est pour ça que certaines personnes reviennent à l'ego après des années, parfois des décennies, et souvent le déclencheur est tout bête. Un set vu en rayon, un souvenir qui remonte, un enfant qui demande « tu me montres ?» une vidéo, une annonce, et voilà, la porte s'ouvre. On en avait parlé ensemble, moi c'est le film Lego Movie qui m'a complètement remis un shot de dopamine direct en intraveineuse. Et ce n'est pas une régression, c'est une récupération. Tu récupères une part de toi qui s'est encore jouée sans se justifier. Ensuite, il y a l'autre moteur, le moteur ultra moderne, celui qui n'a rien de sentimental, celui qui est presque mathématique, la complétion. Lego est une machine à fabriquer des mini-victoires. Tu commences avec le chaos, une table remplie de pièces et ton cerveau déteste le chaos. Il déteste l'incertitude, il déteste les choses en vrac. Et puis tu avances étape par étape et chaque étape, tu réduis le désordre, tu mets de l'ordre dans le monde, tu transformes un tas de rien en quelque chose de cohérent et tu sens que ce petit plaisir discret, ce oui silencieux, cette satisfaction qui ne crie pas mais qui insiste. Et là, le piège, il est délicieux. Lego te donne une récompense régulière, stable, prévisible, avec une difficulté dosée, assez pour te challenger, pas assez pour te punir et ton cerveau, il adore ça. Comme si on te donnait un jeu où tu sais que tu vas gagner à condition d'y mettre du temps. Tu vois la progression, tu vois le résultat, tu peux mesurer ton avancée, tu peux dire j'ai fait ça. Et dans une vie où beaucoup de choses sont floues, lointaines, incertaines, parfois injuste, parfois hors de contrôle, ce genre de gratification, c'est un luxe. Et le moment du dernier sachet, c'est un moment à part. Parce que là, tu le sais, c'est bientôt fini. Tu sens la ligne d'arrivée, tu vois la silhouette du modèle, tu prends un peu plus ton temps, tu veux que ce soit parfait. Tu fais attention aux pièces transparentes, aux stickers, aux alignements. Et quand tu poses la dernière brique, il se passe un truc presque ridicule et pourtant universel. Tu recules légèrement ta chaise, tu regardes, tu souris, tu fais ce petit silence satisfait et parfois tu prends même une photo comme si tu venais d'attraper une preuve. La preuve que tu es capable d'aller jusqu'au bout, la preuve que tu peux finir quelque chose, la preuve que tu as créé et que c'est réel. Et maintenant on arrive au point que beaucoup sous-estiment. L'ego pour un adulte, c'est une zone de créativité sans les risques habituels. Parce que créer à l'âge adulte, souvent, ça se complique. Créer, ça peut vouloir dire être jugé, être comparé, échouer publiquement, perdre du temps, ne pas être rentable, ne pas être assez bon, et parfois la créativité se transforme en performance, en stress, en pression. Avec l'ego, tout ça se calme. Tu as un cadre clair, une notice, des étapes, un chemin. Tu peux improviser si tu veux, tu peux suivre si tu veux, tu peux faire les deux, et dans tous les cas, tu es dans un espace où le monde ne te demande rien d'autre que d'avancer. C'est une créativité structurée, comme un rail sécurisé pour ton imagination. Et surtout, c'est un espace où l'échec n'a pas de conséquences. Si tu te trompes, tu déclipses. Si tu n'aimes pas, tu changes. Si ça ne tient pas, tu renforces. Tu n'as pas ruiné une toile, tu n'as pas gâché un matériau, tu n'as pas perdu un projet, tu as juste appris. Et ton cerveau, lui, il enregistre ça comme une expérience extrêmement rassurante. Un endroit où tu peux être créatif sans te sentir en danger. Ça paraît simple, mine de rien, mais dans une vie d'adulte chaotique, c'est précieux. Parce que quand tout est compliqué, ton cerveau cherche des îlots, des endroits où les règles sont claires, des endroits où tu peux respirer sans négocier avec le monde. Et l'ego, c'est exactement ça. Un petit monde parallèle où le bruit baisse, où les pensées se rangent, où tu n'es plus en train de courir, tu es en train de construire. Pop, pop, pop. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire et à me dire ce que tu penses justement de ce sujet un peu FOMO chez Lego. Comment toi tu te positionnes, ça m'intéresse. Et surtout, un grand merci à ceux qui activeront la cloche, qui laisseront leur petit abonnement évidemment et qui utiliseront l'application YouTube avec leur smartphone pour lâcher un petit boost sur la vidéo. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne pour les toutes petites chaînes, donc un grand merci franchement. J'insiste lourdement à chaque fois, mais c'est que comme ça que ça fonctionne. Allez, on continue.
Le frisson de la chasse. Il y a une scène que beaucoup de collectionneurs vivent en secret, et c'est une scène presque comique quand tu la décris à quelqu'un de l'extérieur, mais qui, quand tu es dedans, ressemble à une opération spéciale menée par un cerveau survolté. Tu es là, tard le soir, tu dis que tu vas dormir, tu as déjà éteint la lumière, et pourtant ton téléphone est encore allumé, posé à un plat comme un petit hôtel moderne, et tu refreshes la page. Une deuxième, une troisième, avec ce mélange bizarre de lucidité et de tension. Parce que tu sais que c'est juste un set, mais tu sens aussi que tu rates cette fenêtre. Tu vas le payer plus cher, tu vas te sentir idiot, tu vas regretter, et surtout tu vas avoir cette sensation désagréable d'avoir passé une opportunité, comme si le monde t'avait tendu la main, et que toi tu étais arrivé une minute trop tard. Et c'est là que commence la partie la plus explosive de la psychologie du collecting Lego. Celui où la passion quitte tranquillement le territoire de « je construis pour me faire plaisir » et entre dans une zone plus électrique, plus sociable, plus compétitive, plus irrationnelle parfois, celle du frisson de la chasse. Le FOMO, F-O-M-O, c'est la peur de rater. Oui, mais dans la vraie vie, ça ne se manifeste pas comme une pensée claire, ça se manifeste comme une pression douce qui s'installe sans demander l'autorisation. Une petite voix qui ne crie pas mais qui insiste et qui dit « si tu te le prends pas maintenant, tu vas le vouloir encore plus demain ». Et Lego, volontairement ou pas, a toutes les conditions parfaites pour alimenter ce phénomène, parce que tu as des éditions limitées, des exclusivités, des périodes d'accès anticipé, des cadeaux conditionnés à une durée, des sets qui partent, qui reviennent, qui disparaissent, et cette logique de disponibilité qui ressemble parfois à une météo capricieuse, ce qui fait que ton cerveau cesse de réfléchir en mode « j'achète quand j'aurai envie » et se met à fonctionner en mode « si je veux garder le choix, je dois agir vite ». Tu ajoutes à ça le marché secondaire, et là tu crées un carburant supplémentaire, parce que tout le monde sait qu'un set peut se retrouver à 30, 50, 100% plus cher, parfois beaucoup plus. Et là ton cerveau ne voit plus seulement un objet, il y voit un risque, un scénario catastrophe miniature, je vais regretter d'avoir hésité. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à voir ma précédente vidéo sur Lego et les scalping. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que même si tu n'as pas l'intention de revendre, le simple fait de savoir qu'un objet prend de la valeur sur le marché parallèle lui donne une aura, comme un halo invisible, et tu as l'impression d'être face à une décision importante, alors que tu es littéralement face à une boîte. C'est là que la rareté devient un levier psychologique majeur, parce que quand quelque chose est rare, ce n'est pas seulement moins disponible, c'est aussi plus désirable. Et ton cerveau, lui, confond souvent désir et urgence. Il mélange les deux, il les sert dans le même verre, il te le tend en te disant « bois, c'est maintenant ». Et l'ironie, c'est que plus tu sais que c'est irrationnel, plus tu es susceptible de rationaliser. Parce que tu te racontes une histoire, tu te crées une justification propre, tu te dis que tu es stratégique, que tu es prévoyant, que tu es juste malin, alors que ton cerveau, lui, est simplement en train de protéger une émotion future, celle du regret. Ensuite, il y a un truc que personne n'avoue de manière frontale, parce que ce n'est pas très humble, mais c'est humain, c'est normal et c'est même une partie du plaisir. Montrer. Le display, la mise en scène, la vitrine, l'étagère, le mur, la Lego Room, tout ça, ce n'est pas uniquement une question de rangement, c'est une façon de matérialiser ta passion, de lui donner un décor, de lui donner une présence et surtout de dire sans parler « voilà ce que j'aime, voilà ce que je suis ». Quand tu exposes un set impressionnant, tu n'exposes pas seulement des pièces, tu exposes du temps, de la patience, de la connaissance, des choix, un goût, une cohérence, parfois une obsession assumée. Et tu récupères quelque chose en retour, quelque chose de très puissant, la reconnaissance. Parce que dans une vie d'adulte, tu as rarement des applaudissements pour les choses que tu fais. Tu as rarement un bravo clair, net, immédiat. Tu fais ton boulot, tu gères, tu avances et c'est normal, mais c'est rarement célébré. Alors qu'une collection, elle provoque une réaction instantanée. Les gens voient, ils comprennent tout de suite que ça représente un effort, une constance, un engagement. Et tu as ce petit shoot social qui arrive, ce moment où tu te dis « waouh, c'est énorme ». Et tu sens que ta passion est validée, respectée, reconnue, même si la personne ne collectionne pas, parce qu'elle reconnaît la démesure. Et la démesure, quand elle est bien présentée, elle est impressionnante. Et là, très doucement, ton cerveau associe l'objet à un bénéfice social. Et quand un objet devient un symbole, il prend une valeur qui dépasse largement son contenu. Et tu sais ce que ça crée aussi? Cette culture de l'expo, ça crée une narration. Tu ne possèdes plus un set Lego, tu possèdes une histoire. Tu peux raconter comment tu l'as eu, quand tu l'as trouvé, pourquoi tu le voulais, ce que ça représente, et plus l'objet est rare, plus l'histoire a du relief, plus elle a une texture de légende, le fameux « je l'ai vu avant ». Je l'ai trouvé en dernière boîte, je l'ai payé au bon prix, j'ai attendu 3 mois et le cerveau adore ça.
Parce que les histoires, c'est ce qui se transforme une possession en trophée. Et maintenant, on arrive au point le plus sensible, celui qui divise la communauté, celui qui fait débat, celui qui peut même créer des tensions. L'idée que l'ego peut être une forme d'investissement. Parce que dès que tu as un marché secondaire, dès que tu as des hausses de valeur, dès que tu as des sets recherchés, tu as forcément des gens qui commencent à penser en mode actif, comme si une boîte devenait un objet financier, un truc que tu peux stocker, conserver, revendre, optimiser. Et là, c'est très intéressant psychologiquement, parce que la logique du hobby et la logique de l'investissement ne parlent pas la même langue. Le hobby dit « je veux construire, je veux ressentir, je veux exposer, je veux vivre l'objet ». L'investissement dit « je veux préserver, je veux maximiser, je veux vendre au bon moment, je veux que l'objet reste intact ». Et quand les deux logiques se mélangent dans la même tête, tu peux avoir des comportements paradoxaux, presque absurdes, du style acheter un set que tu adores, puis ne jamais l'ouvrir, puis le regarder comme une œuvre que tu ne toucheras pas, puis ressentir une frustration étrange parce que tu possèdes un objet, mais tu t'interdis l'expérience. Et ton cerveau se retrouve à défendre une stratégie contre un désir. C'est là que les lignes deviennent floues, parce que tu peux très bien être passionné et avoir conscience de la valeur. Tu peux apprécier le fait que certains sets prennent de la cote, tu peux être content d'avoir fait un bon achat, mais tu peux aussi basculer sans t'en rendre compte vers un rapport plus anxieux, plus calculateur, où chaque sortie devient une équation, où chaque set devient une opportunité, où la collection devient une gestion de portefeuille. Et là, tu n'es plus seulement en train de collectionner, tu es en train de gérer une tension permanente entre plaisir et contrôle. Et le piège dans tout ça, c'est que l'investissement donne une justification très pratique à une pulsion, parce que tu peux te dire que tu n'achètes pas pour le plaisir, tu achètes pour la valeur. Et ton cerveau adore quand il peut transformer une envie en décision rationnelle, parce que ça réduit la culpabilité, ça rend l'achat propre, ça rend l'achat défendable. Sauf que si tu collectionnes, tu sais la vérité émotionnelle est souvent plus simple. Tu veux l'objet, tu veux l'histoire, tu veux le frisson, tu veux la satisfaction de l'avoir, tu veux l'aligner, tu veux qu'il complète la série et le reste, c'est de l'habillage. Je te raconte une scène typique. Tu vois passer une annonce, tu te dis « ok, c'est sympa », puis tu vois « exclu », puis tu vois « quantité limitée », puis tu vois les premiers commentaires, puis tu vois quelqu'un dire « déjà sold out », puis tu vas vérifier, tu vois une capture d'écran d'un panier qui a réussi, puis d'autres qui ont échoué, puis tu sens ton cœur qui s'accélère comme si tu étais en compétition alors que personne ne t'a invité à cette compétition. Et à ce moment précis, ton cerveau échange de mode. Il ne pense plus « est-ce que j'en ai besoin ?» Il pense « est-ce que je vais réussir à l'avoir ?» Et cette bascule, elle est énorme, parce qu'à partir de là, tu n'achètes plus uniquement un produit, tu achètes une victoire. Communauté, identité et mentalité de collectionneur. Il y a un moment que beaucoup vivent sans le remarquer et que c'est précisément pour ça qu'il est puissant. Tu commences seul, tranquillement, presque en mode jardin secret. Tu achètes un set, tu le construis, tu le poses sur une étagère, tu te dis que c'est juste un petit plaisir. Une parenthèse, une bulle de calme dans ta semaine. Puis un jour, tu postes une photo, ou tu regardes un Reels, ou tu tombes sur un thread, ou tu cliques sur une review. Au hasard, Mr. Brick. Et là, sans prévenir, tu entends ce petit clic mental, exactement comme une brique qui s'emboîte, sauf que cette fois, la pièce qui se clipse, ce n'est pas un 2x4, c'est toi. Parce qu'à partir du moment où tu entres dans une communauté, l'ego cesse d'être uniquement un objet et devient un langage, un passeport, un code culturel, une façon de dire « je suis des vôtres ». Et quand ton cerveau comprend qu'il y a un endroit où ta passion n'a pas besoin d'être justifiée, où elle est comprise immédiatement, où elle est même célébrée, il se passe un truc très humain. Tu t'attaches, tu t'identifies et tu reviens. Et c'est là que la collection prend une dimension nouvelle, presque sociale, presque identitaire. Parce qu'une collection n'est jamais seulement une accumulation d'objets, c'est une narration que tu construis à travers le regard des autres, à travers l'apparence, à travers le sentiment de faire partie du monde. Quand tu es seul, tes envies montent et descendent naturellement. Elles restent dans ton rythme, dans ton budget, dans ta vie. Quand tu es en communauté, tu entres dans un système. Et là, attention, je ne dis pas système de manière négative, je dis système comme on dirait écosystème. Parce que dans un écosystème, tu as des signaux, des alertes, des rituels, des codes, des figures, des avis, des tendances, et tout ça influence ton cerveau. Tu te réveilles et tu vois qu'un set influté. Tu ouvres ton téléphone et tu lis « le prix est sorti ». Tu vois un comparatif, une tier list, un top 10 des sets à prendre avant qu'ils ne disparaissent. Vous venir, attention, le jugeur est là. Tu tombes sur un post restock à 9h, soyez prêts. Et même si tu as été calme 5 minutes avant, ton cerveau se met à vibrer au rythme du groupe. Parce que ce qui fait l'énergie de la communauté, c'est la synchronisation des émotions. La communauté elle ne te donne pas seulement des infos, elle te donne un tempo, elle te donne une sensation d'événement permanent. Et c'est pour ça que les forums, les groupes, les conventions, les salons, les lives, ce sont des accélérateurs parce qu'ils transforment une passion individuelle en feu collectif. Et un feu collectif, c'est plus chaud, plus lumineux, plus contagieux. Par exemple, à une convention, tu vois des gens qui ont construit des mocks, qui te mettent une claque esthétique. Tu vois des techniques que tu connaissais pas, tu entends des discussions sur des pièces rares, des couleurs, des références, des époques, et
ton cerveau capte un message simple. Ici, la passion, elle est normale. Et ça, pour quelqu'un qui s'est déjà senti jugé, moqué, incompris, c'est un soulagement immense. Parce que la communauté, c'est aussi un endroit où tu n'es pas bizarre. Tu es expert, connaisseur, passionné. Tu es un statut social autour d'un hobby que certains dehors résument à une boîte pour enfants. Et là, on arrive au point le plus intéressant, l'identité. Parce que collectionner, ce n'est pas juste posséder, c'est choisir. Choisir un thème, une gamme, une époque, un style, et à force de choisir, tu finis par dire quelque chose sur toi, même si tu ne le verbalises jamais. Une collection Star Wars parle de fascination pour une mythologie, pour l'équipe, pour la tech, pour l'univers. Une collection modulaire parle d'amour de la ville, du détail, de l'architecture, de la mise en scène. Une collection Castle ou Pirate par exemple parle d'imaginaire, d'aventure, de nostalgie médiévale, de récits. Une collection Botanicals parle de déco, de douceur, de design et de mood. Et ce qui est incroyable, c'est que ton cerveau finit par intégrer cette collection dans la définition de toi-même. Parce que quand tu as investi du temps, de l'argent, de l'attention, de l'espace mental dans quelque chose, ton identité s'y attache naturellement. Tu ne te dis plus « j'aime les Lego », tu dis « je suis collectionneur ». Et la nuance, elle est énorme. Parce que j'aime, c'est une préférence. Je suis, c'est une identité. Et une identité, ton cerveau, il la défend. Ton cerveau la renforce. C'est pour ça que beaucoup de collectionneurs ont des phrases qui ressemblent à des déclarations de territoire du style « moi je fais que du Star Wars »,« moi je collectionne les modulaires depuis le début »,« moi je suis team minifigurine »,« moi je suis à folle depuis 2012 ». Ce n'est pas seulement une info qu'on te donne. C'est une manière de se situer, de se reconnaître, de se relier. Et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène parce que tu ne montres pas seulement un set, tu montres ton univers, ton décor, ta vitrine, ta mise en scène, tes choix et tu reçois une réponse. Et cette réponse, like, commentaire, discussion, te renvoie à l'image que tu es cohérent, que tu as du goût, que tu es dans le game. Ton cerveau adore la cohérence identitaire. Il adore sentir que tu es aligné. Et une collection, c'est un alignement visible. Mais maintenant, parlons du mécanisme qui s'installe très doucement. Au début, tu choisis un set. Ensuite, tu choisis une gamme. Puis un jour, sans cérémonie, ton cerveau crée une liste mentale. Et cette liste devient un objet psychologique. Parce qu'à partir de là, tu n'achètes plus seulement ce que tu trouves beau, tu achètes ce qui manque. Tu achètes pour compléter. Tu achètes pour réduire la sensation de vide, une sensation de dissonance, ce petit inconfort de savoir qu'il y a un trou dans ta série. Et là, ton cerveau, il passe en mode plaisir à un mode mission. Et un cerveau en mission est beaucoup plus persévérant, beaucoup plus déterminé et parfois même beaucoup plus impatient. En fait, c'est exactement comme une série Netflix, où il te reste 2 épisodes. Tu peux arrêter, bien sûr, mais tu sais que ton cerveau va y penser parce qu'il n'aime pas laisser une histoire incomplète. La collection, c'est une histoire, et l'incomplétude, c'est un cliffhanger. Et là, je veux toucher un point important, sans dramatiser, bien sûr, mais sans faire semblant non plus. Parce qu'il y a une frontière fine, et cette frontière n'est pas une accusation, c'est juste une réalité humaine. La frontière entre collectionner et accumuler. Collectionner, c'est choisir, organiser, donner du sens. Accumuler, c'est entasser, parfois sans plaisir, parfois sans usage, parfois avec une petite anxiété derrière. Et la différence, elle se mesure pas au nombre de boîtes, elle se mesure à la sensation que tu as après. Si tu achètes et que tu ressens de la joie, de l'excitation, l'envie de construire, l'envie d'exposer, l'envie de partager, tu es dans la passion. Si tu achètes et que tu ressens surtout de la tension, de la culpabilité, l'impression de perdre le contrôle, l'impression que l'objet te rappelle plus que tu ne le choisis, alors là, ton cerveau te signale que quelque chose est en train de glisser. Et ce glissement, il peut arriver à n'importe qui, parce que les mêmes mécanismes qui créent du plaisir peuvent aussi créer de la compulsion. Surtout quand tu traverses une période stressante, quand tu cherches du contrôle, quand tu cherches un refuge et quand ton cerveau a trouvé un bouton achat égale soulagement. Donc la question saine à se poser, c'est pas est-ce que j'ai trop de Lego à la maison, mais ça serait plutôt est-ce que j'ai encore le plaisir ou est-ce que je suis en train de courir après le soulagement? Parce que le plaisir, tu le choisis. Le soulagement, parfois, il te pilote. Et ça, c'est la nuance. Au-delà des briques. À ce stade de la vidéo, si tu as suivi tout le chemin avec moi, il y a un truc qui devient évident, presque embarrassant de simplicité et pourtant profondément vrai. Lego n'a jamais été seulement une histoire de briques. Parce que si c'était uniquement du plastique, tu pourrais remplacer ça par n'importe quoi. Tu pourrais collectionner des boîtes vides, tu pourrais accumuler des bouts de matière, tu pourrais empiler des objets sans âme, et ça ne provoquerait pas ce même phénomène mondial, ce même attachement, cette même identité, cette même énergie de communauté, cette même sensation qui se joue quelque chose d'intime que tu construis. En réalité, Lego fonctionne comme un miroir qui te renvoie une image très humaine, ce que tu cherches, ce que tu fuis, ce que tu veux contrôler, ce que tu veux exprimer, ce que tu veux partager. Et le plus fascinant, c'est que ce miroir marche sur presque tout le monde, parce qu'il ne s'adresse pas à un profil rare, il s'adresse à des besoins fondamentaux, des besoins universels, des besoins qui existent chez toi,
chez moi, chez la plupart des gens, même ceux qui disent ne pas comprendre. Le premier aimant, c'est l'ordre. Ton cerveau aime l'ordre, comme un corps aime respirer. Pas par snobisme, pas parce que tu es maniaque, mais parce que l'ordre réduit l'incertitude. Il réduit le bruit mental, il donne des repères. Une table avec plein de pièces, c'est le monde. Une table avec des pièces triées, c'est déjà une victoire. Et une construction qui se forme, étape par étape, c'est ton cerveau qui transforme le chaos en structure. Et cette transformation, elle procure une satisfaction primitive, presque instinctive, parce qu'elle te donne le sentiment que tu peux agir sur ton environnement, que tu peux produire du sens, que tu peux faire tenir quelque chose. Le deuxième élément, c'est la créativité. Créativité, ce n'est pas seulement faire de l'art, c'est résoudre, imaginer, assembler, tester, corriger, inventer, choisir. L'ego te donne la création à ta portée. Une création où tu peux être brillant sans être né brillant. Où tu peux obtenir un résultat impressionnant sans avoir besoin de talent artistique particulier. Parce que le système est conçu pour te porter, pour te guider, pour te donner un terrain stable. Et dans un monde où on te demande d'être performant, rapide, rentable, compétitif, l'ego te propose un espace où tu peux être créatif sans te sentir évalué, sans te sentir noté, sans te sentir comparé. Parce que le seul juge, c'est toi et ton plaisir. Le troisième aimant, c'est la connexion. Et là, c'est peut-être le plus beau. Parce que l'ego te connecte de manière étrange. Il connecte des générations, il connecte des inconnus. Il connecte des gens qui n'ont même pas le même job, pas le même âge, pas les mêmes goûts, mais qui comprennent instantanément ce que ça représente de finir un set, de chercher une pièce, de réussir une technique, de construire un mock, d'exposer une collection. C'est une connexion par le geste en fait, par le langage commun, par la passion partagée. Et quand tu as ordre plus créativité plus connexion, tu as une formule extrêmement rare dans la vie d'adulte, une formule qui fait du bien. C'est pour ça que l'ego peut s'installer durablement dans une vie, parce que ce n'est pas un loisir, c'est une réponse en fait. Ensuite, il y a un truc qu'on vit tous sans forcément le formuler. On vit dans un monde où presque tout est devenu immatériel. On consomme de la musique sans objet, des films sans DVD, des souvenirs sans photopapier, des discussions sans présence physique, des achats qui arrivent dans un email, des loisirs qui s'évaporent quand tu fermes l'appli. Et dans ce contexte-là, un objet tangible a un pouvoir particulier. Parce qu'un set Lego, tu peux le toucher, tu peux le retourner, le déplacer, le réparer, l'exposer. Tu peux le faire exister dans ton espace. Tu peux le regarder sans écran, tu peux l'admirer sans batterie, tu peux le montrer sans connexion. Et ça, c'est plus profond qu'on ne croit. Parce que quand tu construis quelque chose de tangible, tu crées une preuve physique de ton temps, de ton attention, de ton effort. Tu te dis par exemple, cette soirée-là, je ne l'ai pas perdue dans un flux, je l'ai transformée en quelque chose. L'ego, c'est un antidote discret à la sensation de volatilité. C'est du temps solidifié, c'est du calme matérialisé, c'est une parenthèse qui reste sur l'étagère et qui parfois te rappelle que tu es capable de faire durer quelque chose. Pas comme la lumière qui vient de céder là, juste à ma droite là. Et c'est aussi pour ça que l'expo compte autant. Parce que l'exposition, ce n'est pas seulement de la déco là, comme derrière. C'est une manière de dire voilà, ça existe dans un monde où tout passe. Ça reste. Quand on enlève la boîte, quand on enlève le logo, quand on enlève les licences, les prix, les polémiques, les leaks, la hype et même les briques en elles-mêmes, qu'est-ce qu'il reste? Il reste une vérité très simple. On cherche des expériences qui nous apaisent, qui nous structurent, qui nous donnent un sentiment de progrès, qui nous relient aux autres et qui nous permettent d'exister autrement que la performance. On cherche de la maîtrise sans pression, on cherche de la créativité sans jugement, on cherche de la communauté sans masque. Et l'ego coche ces cases avec une précision presque chirurgicale. C'est pour ça que certains collectionnent, c'est pour ça que certains chassent, c'est pour ça que certains construisent la nuit, c'est pour ça que certains ont une pièce entière. Et c'est pour ça aussi que ce lobby peut être magnifique tant qu'il reste au service de ta vie et pas l'inverse. Parce que le but, ce n'est pas d'empiler, le but c'est de ressentir, le but c'est de construire quelque chose dehors et dedans. Donc au final, si on résume, l'ego a ce pouvoir un peu magique de te faire croire que tu collectionnes des briques alors que tu es en train de collectionner des moments où tu redeviens léger, des moments où tu reprends le contrôle, des moments où tu avances étape par étape, des moments où tu transformes le chaos en quelque chose de beau, et des moments où tu appartiens à un monde qui comprend exactement pourquoi cette dernière brique posée à minuit passé te donne l'impression d'avoir gagné une petite bataille. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, déjà, merci, j'ai envie de te poser une question très simple. Presque un test miroir. Toi, dans l'ego, tu viens chercher quoi? Du calme, de la nostalgie, le défi, la chasse, l'identité, la communauté, ou juste cette sensation rare d'avoir construit quelque chose de concret dans une époque où presque tout est devenu intangible. Mets-moi en commentaire ton profil Lego en un mot. J'ai trop envie de voir la répartition dans la communauté. Et si tu veux, je ferai une partie 2 où on parle des mécanismes qui déclenchent l'achat, des stratégies de rareté, des cycles de sortie et surtout des règles simples pour profiter à fond du hobby sans te faire aspirer. Un grand merci déjà à ceux qui sont membres de la communauté, ça donne un petit coup de boost et c'est hyper sympa et je vous en remercie. N'oubliez pas que vous pouvez avoir quelques petits avantages comme des emojis, des avatars dédiés, des shorts en avance, etc. Et bien sûr, si la vidéo t'a parlé,
pense à t'abonner parce que sur la chaîne, on fait exactement ça. On décortique Lego, la culture pop, les sorties, les coulisses et on garde toujours un truc en tête. Derrière chaque boîte, il y a une histoire et souvent cette histoire, elle parle de nous. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit boost sur le téléphone. Avec l'application YouTube, ça permet de faire grandir la chaîne et je vous en remercie grandement. Allez, moi, je vous laisse. J'ai une dernière étape à finir. Non, pas réparer la lumière, mais plutôt une dernière brique à construire.